Salut Spot, salut Maxime, c'est fou, tu m'as proposé ça il y a de ça 2 jours et me voilà ici avec toi. Vraiment ça me fait super plaisir parce que comme je le disais, on fait tous tellement de choses qu'on n'a jamais l'impression de pouvoir accorder du temps à certains sujets et là je pense qu'on a trouvé le nerf central qui nous rattache tous les deux. Parce que c'est fascinant. tout ce qui est robotique évidemment, ça va servir aussi dans l'aérospatial et c'est un milieu qui te touche vachement. Moi, c'est sur toutes les nouvelles technologies et le savoir-faire humain depuis les 10, 15, 20 dernières années, depuis l'arrivée d'Internet, où au fur et à mesure, on a su construire des machines qui nous ont permis de construire ce genre de produit aujourd'hui. Spot, pour expliquer rapidement, qu'est-ce que c'est pour toi? Déjà, la robotique, pour moi, tu vois, c'est Ado iRobot Will Smith, tu vois. Où je me suis dit avec ce film, mais ça va arriver à un moment donné, tu vois. Dans nos vies, c'est obligatoire. Et ensuite, j'ai vu les vidéos comme tout le monde qui ont fait des milliards de vues, j'exagère. Les vidéos donc de Boston Dynamics, qui est l'entreprise qui fait ce robot-là. Fondée en 1992. Quand je disais qu'il y avait 15 à 20 ans d'années derrière. Je savais pas, c'est ouf. 1992, okay. La création de Boston Dynamics. Et il faut savoir que cette vidéo-là, dont tout le monde a flippé quand elle est arrivée, c'est le robot qui fait et qu'on poussait, etc. On avait de la peine pour ce truc-là. Il était lesté avec des trucs sur les côtés. Et tout, il a que 7 ans, Maxime. Il a que 7 ans, ce robot, qu'on a vu en vidéo. Et là, on a la nouvelle version. Ça va si vite. En 7 ans seulement, tu te rends compte? Mais au-delà, parce qu'il y a quand même une image qui nous est renvoyée qui est quand même relativement flippante à travers les vidéos qui sont juste délivrées de manière brute comme ça, parce que c'est pas des experts de la communication, c'est des gens qui font des robots, donc ils montrent leurs robots. Leur objectif premier, c'est de rendre tout ce qui est mécanique une tâche automatique pour des objets dont ça ne change rien à leur vie. On est bien d'accord. C'est ça leur premier objectif, c'est de se dire ok, une machine à café, à chaque fois que tu veux un café, il va prendre ta tasse, il va devoir la mettre. C'est un geste dont l'être humain n'est pas valorisé. Pourquoi le pas faire par quelqu'un d'autre? Après, je pense que la robotique de Boston Dynamics, au-delà de remplacer des tâches chiantes, clairement, c'est parce qu'il y avait des robots avant Boston Dynamics, mais ces robots-là, c'est pourquoi faire des chiens, tu vois? Pourquoi faire 4 pattes? Pourquoi faire des bipèdes aussi, ils en font? C'est comment on fait en sorte qu'un robot puisse se déplacer partout et aille partout où les humains vont. Et alors je pense que les robots d'avant, ouais, c'est ça. Ils le faisaient pas, tu vois. Il y avait des roues, roulettes. Exactement. Là, il faut savoir qu'on a un robot qui est d'abord destiné à l'industrie et au B2B. On n'est pas là, toi je sais que tu en as fait des vidéos vachement marrantes et que je vous invite évidemment à aller voir où tu vois la réaction des gens, etc. Ouais, j'ai fait des vidéos reveal et puis des vidéos prank où on essaye de voir la réaction des gens dans la rue, on le promène, on le fait rencontrer avec des vrais chiens, ce genre de trucs. On a beaucoup rigolé. Et au passage, c'est Energy Robotics qui est une boîte allemande qui fait de la robotique, à qui je l'ai loué. Et je leur place un petit clin d'œil parce qu'ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. C'est une entreprise qui fait du B2B, qui réserve ça normalement à l'industrie. Dis-toi qu'il n'y a que 4 spots en Europe à l'heure où on se parle. 2 en Suède ou en Norvège, je ne sais plus, et 2 en Allemagne. Et là-dessus, tu me racontais que leur communication est vachement… ils font vachement attention parce que ce n'est pas justement quelque chose qui doit être dans les mains de tout le monde. Il est destiné dans un premier temps à être dans les mains de programmeurs informatiques qui peuvent essayer de lui accorder certaines tâches à exécuter, etc. Mais l'idée où je voulais en venir, c'était que c'est des mauvais communicants dans le sens où ils balancent ça sans explication. Plus après, les séries Black Mirror, nanana, ça te renvoie une image un peu flippante. En plus, il y a des parodies, plein de trucs. Et alors que je trouve que toi, tu as une vision super positive de cette techno, et c'est trop intéressant de rentrer dans le truc et de ne pas avoir juste ce prisme du truc flippant et qui va nous bouffer et nous tuer et nous exécuter d'ici 2 ans. Avant d'expliquer un petit peu comment il est utilisé dès aujourd'hui, je ne parle pas de juste 2 mecs à Angers qui sont en train d'essayer d'expliquer comment marche un robot. Ce robot est déjà utilisé. Tout à fait. Boston Dynamics m'a dit un exemple. Je te le livre. Vas-y. Après, j'en livrerai plein. Actuellement, il est utilisé sur des plateformes pétrolières pour remplacer des rondes de sécurité qui sont normalement effectuées par des êtres humains. Et donc, c'est Spot qui fait son tour dans la plateforme pétrolière et qui envoie une notif à un gars pour dire « j'ai vu quelque chose ou j'ai rien vu ». C'est ouf. C'est incroyable. Et à distance, tu peux lancer les sécurités nécessaires, etc. De base, ce robot, il est fait pour exécuter des tâches, que ça soit de reconnaissance, pour porter aussi des objets. Ouais. Il va jusqu'à 5 km/h. Il y a 90 minutes d'autonomie. On peut changer facilement les batteries. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un robot à disposition de l'être humain pour exécuter des tâches. Et on va voir après si je dis pas de bêtises, d'un point de vue batterie, il est capable de revenir, de se faire relayer par un deuxième spot qui part faire la ronde pendant que lui recharge. On a évidemment vu aussi cette fabuleuse image avec 2 spots, un qui ouvre la porte et l'autre qui passe.
L'option du bras, qui n'est pas disponible sur ce produit, elle se fixe ici. C'est un bras qui vaut à peu près 20 000 euros. Ça, c'est un modèle avec option qui vaut 130 000 $. Et tu as du coup l'option avec le bras qui n'est pas encore sorti, qui sort au printemps, que tu vas pouvoir rajouter sur ça si tu as envie de te faire plaisir. Il faut savoir que le robot peut porter jusqu'à 14 kg. Donc toute façon, 14 kg 5. Là, dans les conditions où il peut être utilisé, ça va de moins 4 degrés de ce que j'avais noté jusqu'à 68 degrés Celsius, parce que je ne me suis pas fait avoir avec les Fahrenheit aussi, que j'ai voir, etc. Normalement, c'est les bons chiffres, j'espère ne pas m'être gouré, parce que ça reste encore un produit qui est méconnu. Le petit point négatif que j'ai envie de soulever, c'est qu'il est certifié IP54. Donc c'est un point, je te jure. Donc ça veut dire qu'il c'est fou. Normalement que tu me parles d'un iPhone, mais vas-y. Il résiste aux éclaboussures, au gravier, etc. Mais il peut pas être submergé. C'est-à-dire que dans des milieux vraiment hostiles, en pleine jungle, etc. Pour aider des équipes sur place, il peut pas aller dans l'eau, il peut pas aller dans les rivières. Et le plus gros point négatif pour en parler, c'est qu'aujourd'hui, le robot n'est pas capable de différencier deux matières. Que le robot marche sur la neige ou sur de la terre, il n'arrive pas encore à savoir la différence pour adapter sa vitesse, pour garder son autonomie, etc. L'objectif d'un tel robot, c'est pas d'avoir la télécommande en main et de faire à fond et puis de le suivre. L'objectif, c'est de lui montrer le point B où aller, quoi réaliser au point B et revenir au point A. Tout à fait. De toute façon, il faut vraiment voir le robot comme un truc un peu bête qui est juste un outil et c'est que 50% du travail. Derrière, il faut évidemment une IA et Boston Dynamics n'est à aucun moment un développeur d'intelligence artificielle. Il ne développe aucun programme à l'exception de celui pour contrôler la bête avec la manette qui est juste derrière. Il y a une API évidemment pour les développeurs, donc tout est free pour pouvoir y accéder, manipuler et autres. Vous pouvez tout programmer exactement comme sur les petits robots DJI, tu sais, Master, qui est assez ouf. Donc là, la grosse version de base où il n'y a strictement rien, elle est à 74 500 $. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, et pour que les gens comprennent que ce n'est pas destiné au grand public, c'est vraiment destiné aux usines, aux architectes, et on va le voir pourquoi, il y a quand même une possibilité de l'acheter en leasing. Comme une voiture, je sais pas si tu avais vu, mais c'est ouf. Je pense que le truc à signaler sur ce point-là, au-delà du prix et tout ça, c'est que ce truc-là, qui est complètement incroyable d'un point de vue technologique, est ajoutable au panier. Parce que oui, c'est réservé au business, aux grandes entreprises et tout ça, mais tu peux l'acheter, bordel. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est si ça, n'importe quel pélos qui a 100 000 balles peut l'acheter, qu'est-ce qu'ils ont dans les cartons? Qu'est-ce qu'a l'armée? Qu'est-ce qu'a les trucs que le grand public ne sait pas, tu vois? Bien sûr. On en est là, nous, on est youtubeurs, je veux dire, on est n'importe qui, et on peut l'avoir et le toucher et le jouer avec. Ce que j'essaie parfois d'expliquer, c'est que les gens font souvent plus attention à ce qu'ils voient et ils oublient ce qu'ils ne voient jamais. Tout à fait. Quand on voit que certains pays ont des bombes nucléaires, tous les jours qu'ils peuvent activer, vu qu'on ne le voit pas, c'est pas marqué quand tu arrives sur ton feed Facebook, ça te fait pas peur. Exactement. Par contre, quand tu arrives sur ton feed Facebook et que tu vois un mec rigoler et faire monter un robot des escaliers, tu fais « Oh, mais si demain les robots viennent monter !» Mais déjà, avant qu'il y ait des robots, imagine que demain il y a une bombe nucléaire qui te touche parce que entre les pays, ça va pas forcément fort. Il faut que les gens relativisent un minimum et pour rassurer aussi les gens, et c'est ce que je disais dans ta vidéo, tant que le robot comptera sur l'être humain pour être rechargé, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? C'est clair. Je veux dire, au bout d'un moment… Mais de toute façon, c'est le début d'une nouvelle ère et puis c'est comme n'importe quelle technologie, tant qu'elle est entre de bonnes mains, on est bon, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, on n'est vraiment pas sur une technologie à adopter, on est sur une technologie qui est adoptée. Oui. Maxime, est-ce que tu sais qu'en ce moment même, à Singapour, il y a des chiens pour le confinement, spots qui sont en train de faire les tours des parcs publics pour pouvoir essayer d'estimer l'affluence dans les parcs et estimer s'il y a un risque ou pas pour que le virus Covid-19 se propage. Il peut faire des rondes jusqu'à 3 km, donc il se déplace, il fait 3 km à la ronde, le robot, et il y a une chose que le robot sait faire aujourd'hui et que l'être humain ne saura jamais faire. Marcher à quatre pattes en étant stylé? Aller tous les jours au même endroit, à la même heure, et prendre la photo ou la vidéo du même angle. Exactement du même angle. Exactement. Ouais, tout à fait. Tous les jours de sa vie. Ouais, du moment de la conception du robot jusqu'à ce qu'il revienne. Tous les jours de ta putain de vie, tu peux avoir ces photos-là. Ça fait un peu, c'est un peu cher le timelapse, mais c'est marrant. C'est un peu cher le timelapse, mais pour tout ce qui est surtout météorologique, déplacement, des plaques sismiques, il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui un robot, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de température, parce que je trouve que c'est dommage, le mec il dit que c'est dommage, c'est un truc à 130 000 €, mais les prochaines versions pour moi doivent être adaptées à la banquise et autres. T'imagines des excursions comme Mike Horn qui pourraient être accompagnées d'un tel robot?
Enfin, c'est quand même... Voire même envoyer des... Parce que là, on se parle d'une ronde de 3 km, mais demain, ce sera peut-être des rondes de 100 km où le robot pourra partir en expédition en Islande. Attends, il n'a pas encore panneau solaire. Imagine où tu as des panneaux solaires qui sont vraiment performants sur le robot. Ou une mini centrale nucléaire à l'intérieur. Ils ont quand même fait un effort niveau design, alors qu'ils n'étaient pas forcément obligés, tu vois. Je ne sais même pas si au prix dont on parle depuis le début, c'est rentable ce truc. C'est des gamins qui ont développé ça, oui. Des gamins blindés et passionnés. Mais c'est vraiment des passionnés qui ont fait ça parce que tu peux mettre l'argent que tu veux dans un projet comme celui-là. Si tu n'as pas une armée d'ingénieurs absolument fantastiques et passionnés, ça ne marche pas. Sortir ce produit, c'est comme envoyer des gens sur la Lune. Il faut croire en un truc qui paraît absolument impossible au début, quoi. Pour pouvoir spécifier quand même un petit peu les possibilités ou non du robot, il n'est pas autorisé dans le parc à Singapour à pouvoir suivre un individu ou reconnaître un individu. Ça me rassure. On n'en est pas encore là. Pas tellement. Il en serait capable, on est d'accord? Mais en tout cas, c'est pas autorisé, il y a quand même une législation, etc. Singapour est un bel exemple de Black Mirrorisation de la... Certes. On est bien d'accord. Bon, au-delà de ça, et au vu de la période, il y a une autre chose qui fait en ce moment à Singapour, c'est que pour les personnes qui sont du coup atteintes de la Covid-19 et qui doivent être confinées, il y a des centres de confinement qui sont mis en place, mais ils veulent éviter évidemment que des êtres humains aillent prendre soin des gens qui sont malades, pour éviter que de nouveaux êtres humains, en plus de ça, qui seraient capables de soigner les gens malades. Tout à fait. Ce robot a déjà embarqué un iPad, un talkie-walkie, et se balade de chambre en chambre. D'accord. Pour pouvoir faire de la télémédecine, ouvrir une porte et apporter les médicaments. Tu as ta télémédecine, Maxime, qui arrive avec ce robot, qui se pose devant toi, tu parles à ton médecin, et quand le médecin te dit quel médicament acheter, le centre dans le même bâtiment va donner au robot qui redescend chercher les médicaments et pour te les remonter. Là, forcément des débats. Je sais. C'est ça qui est fou, c'est que c'est en ce moment, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des métiers à ne surtout pas toucher, ou en tout cas les mœurs sont pas prêts, tu vois. C'est la médecine, on a besoin d'humains absolument, tu vois. On a besoin d'humanisation. Et c'est vrai. Et si ça existe déjà aujourd'hui, ça veut dire que. Et tu sais, pour moi, le plus gros souci, c'est qu'une personne qui n'est pas vraiment malade physiquement, elle peut devenir malade mentalement à ne plus voir d'humain. Et c'est là où il y a la limite du robot. C'est que l'être humain, pour vivre, il a besoin d'autres êtres humains. Non, mais le cerveau humain n'est pas fait pour la solitude, de toute façon. Ouais, de ouf. Toi, tu l'as testé, t'en as pensé quoi? J'ai eu ma formation. T'as eu une formation? Ouais, en Raconte, visio. comment ça se passe? C'est un visio nul sur Skype. Avec un gars qui est un ingénieur chez Energy Robotics, qui clairement est un amour, tu vois, genre le gars trop gentil, et qui dit moi je fais des robots dans mon garage depuis l'âge de 10 ans, et à qui il va faire démarrer le robot pour la première fois. Et le truc se lève, et là t'es face à une prouesse technologique incroyable, et puis le gars qui est là et qui fait de la robotique depuis qu'il est tout petit, il doit réagir à ça, et c'est ouf, tu vois. Tu te rends compte de l'aboutissement plutôt que du produit. En fait, moi c'est ce que j'ai ressenti. De ouf. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce que tu as eu une émotion qui pourrait être comparable à celle quand tu rencontres un être humain pour la première fois? Sur les premiers moments où je l'ai démarré, honnêtement, pas du tout. D'accord. Mais là, ça fait 2 semaines que je l'ai. Je le renvoie demain, je pense que je vais pleurer. Au début, c'était un truc fascinant et qui attisait ma curiosité et qui était juste comme un nouvel iPhone, mais en puissance 10 000. Vraiment, ça reste un objet technologique. Je le voyais comme un objet technologique incroyable. Et après 2 semaines, où on a tourné 4 vidéos, on a vraiment passé du temps avec le truc et tout, les comportements, notamment les comportements qu'il a à l'arrêt, les mouvements, son regard, tu vois, je commence à placer des trucs terrifiants. À la fin, t'es là genre, mais c'est vivant, enfin, il y a un truc ou pas? Et le jour où t'enlèveras l'opérateur et la manette, et qu'il y aura une intelligence artificielle, même un peu bête, qui le fera se mouvoir et tout. Ne serait-ce qui te suit. Elle sait quand est-ce que tu te lèves et quand est-ce que tu te rassois. Juste ça. Là, il y aura un biais cognitif, il y aura un truc qui se passerait dans la tête où tu te diras, est-ce que c'est vraiment juste de la techno? Tu vois, c'est là où, pour moi, le robot changera l'être humain dû au sentiment qu'il pourra faire passer chez les êtres humains. Il en fait passer. Je te jure qu'il en fait passer. Tu l'as vu de toute façon. Il a un truc, c'est du détail, mais quand il se lève comme ça, de manière assise, et qui tourne sa tête sur le côté, genre comme si un chien regardait un peu comme ça avec son oreille, là, il y a un truc où tu fais... En fait, il y a un truc où tu te dis, mais les mecs qui ont conçu ça, ils lui ont fait faire ce mouvement qui n'a aucune utilité a priori.
Tu comprends que ça peut soulever des charges, que ça peut tirer des choses, ça peut faire des rondes, nanana. Mais le côté où la tête, elle fait genre. Tu fais genre, là les gars, c'est pour humaniser le truc ou animaliser le truc. Et ça fait flipper un peu. Aujourd'hui, il y a encore plein de domaines dans lesquels on utilise des animaux, notamment des chiens. Alors qu'il y ait des chiens de travail et autres dans certains domaines où ils ne sont pas en danger, pour moi ça ne me dérange pas. Mais moi qui suis un amoureux par exemple des animaux, je trouve que d'envoyer un chien faire la guerre ou autre dans quelque chose qu'il n'a pas forcément décidé en naissant, tu vois, c'est des animaux qui ont été éduqués comme ça. D'un autre côté, je me dis que la relation entre un robot et un maître, t'imagines les mots qu'on utilise, ça sera jamais la même chose. Ça fait deux là. Ça fait deux. Que d'avoir justement un animal ou autre de compagnie qui va surmonter les épreuves avec toi, etc. Donc je pense que d'un côté, il y a du bon parce que ça va supprimer beaucoup de choses qui sont mécaniques, des tâches lourdes et des risques. Parce que là où je voulais en venir, c'est qu'en Europe aujourd'hui, tu m'as dit qu'il y avait 4 exemplaires et il y a des spots de ces robots-là qui sont utilisés pour aller justement faire des reconnaissances dans des lieux qui ont été soit contaminés avec genre Fukushima, voilà, exactement. Tchernobyl, tout ça. Exactement. Donc en fait, ça permet même à des architectes ou à des projets comme ça dans le bâtiment de pouvoir se rendre dans des milieux hostiles. Tu as une énorme bâtisse qui date des années 50. Tu ne sais pas si elle peut encore tenir debout ou pas et tu dois absolument monter à l'étage pour te rendre compte de l'épaisseur du toit et de la toiture. Tu fais monter un robot comme ça, t'évites à ce qu'il y ait des êtres humains qui prennent dans la gueule, tu vois. De ouf. Et quand les gens aujourd'hui me disent « Ouais, mais ça veut dire que demain, il n'y aura plus d'ouvriers, il n'y aura plus… » Je pense qu'effectivement, dans 20 ans, les études et ce en quoi va se tourner l'être humain pour apprendre se dirigera de moins en moins vers des métiers qui seront mécaniques. Donc je pense qu'aujourd'hui, la transition est terrible parce que les gens qui ont appris à faire ça et qui ne peuvent plus exploiter leur métier, c'est terrible. Mais une fois qu'on aura passé ces 2-3 générations… Ça dépend vraiment de quelle énergie vont mettre les États à modifier leur système d'éducation et système de formation pour faire en sorte que la population soit plus spécialisée à travailler sur la conception ou sur l'entretien ou sur ce que va nécessiter ça, plutôt que sur porter des charges. Donc oui, ça va être aux gens de s'adapter, machin, et aux générations et au temps, mais ça va être aussi aux États de mettre de la thune dans « les gars, maintenant, il ne faut plus apprendre à porter des trucs ». Je caricature. Il faut apprendre à développer ça ou j'exagère, parce que tu passes pas de porter des trucs à développer. Non, évidemment. Mais je pense qu'au fur et à mesure des générations, quand le papa du grand-père n'aura plus été ouvrier ou n'aura plus fait des tâches mécaniques, mais même une commande à Starbucks ou des choses comme ça, je pense que ce sera des choses qui vont transiter. Et vraiment, je rêverais, tu vois, que les gens essaient de comprendre la vision des choses très long terme que j'ai, parce que ça va pas se passer en 10 ans, tu vois. Ouf. Mais je pense qu'il y a un moment où l'être humain va devoir être de plus en plus valorisé par ce qu'il fait au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage de se dire que certains êtres humains ont les capacités et parce qu'ils ont eu la chance d'avoir été au bon endroit au bon moment pour être dans les écoles et apprendre à développer ce genre de robot et que d'autres êtres humains n'ont pas eu cette chance-là, alors qu'au final, ils se sont constitués de la même manière et que les deux ont autant de potentiel à apporter leur techno, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est surtout sur le long terme où je me dis, waouh, et si demain, on essayait d'expliquer aux prochains êtres humains que non, ils ne sont pas que faits pour aller vers quelque chose qu'on leur dit facile. Parce que finalement, si du jour au lendemain, on te dit être ingénieur, c'est aussi facile que d'être ouvrier parce que tu n'as jamais entendu parler du métier d'ouvrier ou tu n'as jamais entendu parler d'un métier, tu vois, qui est plus difficile ou autre. On pleugera juste une puce dans le cerveau, donc ça va. Peut-être. Mais tu vois, j'en avais déjà discuté avec la construction. Évidemment, tous les métiers de la construction. J'avais pu rencontrer des ouvriers qui commencent à être accompagnés d'exosquelettes et qui commencent à me dire ouf, hein, mais le matin, je suis vachement plus content d'arriver au taf en me greffant un exosquelette, en repartant le soir sans avoir mal au dos, etc. Et en utilisant des produits qui m'aident à faire mon taf parce que le robot, il ne saura jamais détecter entre le gravier 2 mm, le gravier 4 mm, avant qu'on en soit là et que ce soit le robot qui aille sur le chantier de faire le truc. On en est à des années-lumière. Tu vois, et c'est ça où je trouve ça ouf, c'est d'avoir rencontré justement des gens dans les précédentes vidéos qui me disaient yeux dans les yeux, mais j'ai fait quoi? J'ai fait une formation de 2 semaines, 3 semaines, on m'a appris à utiliser le produit. Et ça rend mon métier beaucoup plus valorisant et intéressant. Ça a changé ma vision de mon métier. Les gens, quand je leur explique maintenant que je suis ouvrier, que je travaille avec des exosquelettes, j'ai des questions tous les soirs et tout. Avant, je disais que j'étais ouvrier et que j'étais sur un chantier. Bon, bah ok, je suis ouvrier. Et tu vois, et je trouve que ça te valorise parce qu'en plus de ça, l'ouvrier, du coup, va apprendre à la société qui développe les exosquelettes les problèmes qu'il a au quotidien. Donc finalement, il apporte beaucoup plus de valeur à son travail. Donc il est aussi mieux rémunéré parce qu'il y a plus de choses qu'il englobe dedans. Enfin, tu vois, je pense que… J'avoue que rentrer chez soi et dire je suis maître chien robot, ça sonne bien, quoi.
Ça claque. Je pense que de toute façon, pour voir ce genre de robot évoluer, il va falloir qu'il devienne de plus en plus accessible et du coup de plus en plus consommé par le B2B. Mais aujourd'hui, ça serait bête de dire que ce robot sert à rien ou que c'est juste futuriste. Enfin, qui ne rêverait pas, tu vois, d'envoyer un robot plutôt qu'un humain pour perdre sa vie sur une banquise, pour tâter, j'en sais rien, tel sonde ou autre. T'es parti, tu vois, sur la banquise. Tu pourrais me dire, mais c'est ouf, quoi. Franchement, on a cité, je sais pas, peut-être 10 usages là dans la vidéo, mais il y en a vraiment des milliards, quoi. Genre, c'est complètement fou. Ça va révolutionner tellement de domaines auxquels on ne pense même pas. Et ce qui est génial, c'est que quand des capitaines d'industrie sont dans leur domaine ultra spécifique, voient que ça existe, mais ils se disent « Attends, mais moi, ça pourrait me servir dans mon boulot ». Et quand j'ai contacté Boston Dynamics, j'étais en rendez-vous avec eux et je leur ai dit « Voilà, je suis intéressé par le spot ». Bon, je fais genre que je voulais l'acheter alors que non, en fait. Et si vous regardez la vidéo Boston Dynamics, hello. Eh bien, ils m'ont demandé « Mais vous voulez faire quoi avec ?» Et ils étaient tellement curieux. J'ai dit « Bah là, je suis youtubeur ». Et j'ai réfléchi, je me suis dit « Bah, je vais leur répondre ». Je dis « Bah, je sais pas, sur les plateaux et tout, des fois, quand on fait des gros projets, ça pourrait être incroyable d'avoir un spot qui, je sais pas, t'apporte des trucs, tu sais, genre t'as un pôle prod qui a besoin de t'emmener des accessoires sur un endroit. Et en 2 secondes tout à l'heure, le contrôleur, j'étais en train de le configurer pour lui dire où aller et quand revenir. Ouf, tu vois. Et donc, dans chaque domaine, quand tu sais que ça existe, bah, tu te dis, putain, mais ça pourrait me servir en fait, si jamais c'était codé, bien sûr, il faut du développement en plus, mais c'est fou. Mais donc vraiment, les champs d'application sont dingues. Merci Maxime, j'étais ravi que tu me proposes cette opportunité. Évidemment, allez voir toutes les vidéos qu'il a pu faire en utilisant Spot. Il va me manquer. Ben moi, je vais pleurer demain. Je vais le rendre à DHL. Là. Prenez soin de vous. Salut. Ciao tout le monde.